Et nos petites TPE, elles, où se situent-elles? Ont-elles l'ère numérique? Et pour débattre de ce sujet, je vous demande d'accueillir d'abord Madame Emmanuelle Roux. Donc, vous êtes membre du CNUM. À ce titre, vous avez travaillé sur la partie formation et mutualisation des compétences numériques dans le rapport du CNUM. Directrice associée de SC21, vous accompagnez les entreprises, les décideurs, les territoires pour adapter leur activité et organisation aux évolutions portées par Internet. Exact. Je vous demande d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Cornu. Bonjour. Donc, Monsieur Cornu, vous êtes entre autres l'ancien DSI de Renault, vous êtes président de Transition Numérique, directeur général de SIA Partner, avec 850 consultants, plus de 25 nationalités, et j'ai lu que vous êtes considéré comme un agitateur d'idées, et vous avez un enthousiasme communicatif. Je vais appeler Monsieur Laurent Pontainier. Bonjour. Donc, Monsieur Pontainier, vous êtes délégué général de l'association Transition Numérique Plus, ATN+, partenaire du programme gouvernemental Transition Numérique, et vous avez pour mission d'alimenter les acteurs chargés sur le terrain de répondre aux demandes des entreprises et particulièrement des TPE en matière numérique. Je vais aussi appeler Monsieur Thibaut Calins. Donc, Monsieur Calins, vous êtes électricien, vous êtes également adhérent du Centre de gestion agréé des Hauts-de-France, vous êtes à la tête d'une belle PME de la région, 35 ans de métier, et je pense que le numérique a transformé aussi en profondeur votre activité. Et donc, pour commencer, je vais m'adresser à Monsieur Cornu. Le thème du numérique aujourd'hui est à la mode, hein, on trouve partout des colloques, on a encore des articles avec des titres évocateurs « Faut-il avoir peur du numérique ?» Mais la révolution du numérique n'est-elle pas derrière nous? N'avons-nous pas vu l'essentiel? Quels sont les usages de demain qui, selon vous, vont bouleverser le paysage économique? Eh bien, nous sommes effectivement au cœur d'une réflexion profonde de transformation. Je pense qu'il ne faut pas dire que la révolution numérique est devant nous, on est en plein dedans, et on est en plein dedans depuis de nombreuses années déjà. Le numérique s'est déjà payé quelques crises, vous vous souvenez, la crise de 2000, la première explosion de la bulle. Tout ceci est une trame qui s'inscrit dans une longue portée. Peut-être que je pourrais avoir la machine à zapper pour avancer les slides. En fait, on invente toujours des mots nouveaux pour parer de vertus des choses anciennes. Ça, c'est une vieille tradition des marketeurs et des consultants dont je fais partie. Mais en fait, tout ça existe depuis longtemps, hein. On a aujourd'hui, avec le numérique, un processus de libération de trois forces qui, évidemment, préexistent à la transformation technique. D'abord, c'est un moteur technique et ça s'appelle l'informatique. Alors, on peut dire digital, on peut dire tout ce que vous voulez, mais en fait, le numérique, ce n'est que de l'informatique. C'est des réseaux, c'est des processeurs, c'est des traitements, c'est des applications. Alors évidemment, on met des choses nouvelles, on met de la donnée massive, en français on appelle ça big data, on met de l'informatique en nuage, en français on appelle ça cloud computing, parce qu'évidemment ça fait moderne, mais tout ceci existe, et les gens qui font de l'informatique depuis pas mal d'années, comme moi, peuvent démontrer qu'il y a une totale continuité. Mais on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et on touche beaucoup plus de monde. La deuxième force, c'est une transformation sociétale. Ce que disait Mounir tout à l'heure, c'est que les Français sont beaucoup plus propices à utiliser le numérique pour leurs besoins personnels qu'en entreprise.
C'est de la faute aux dirigeants d'entreprise, clairement. Et là, j'assume ma responsabilité. Mais il est évident qu'à partir du moment où la révolution numérique vient du peuple, vient des gens, il faut qu'elle transforme les entreprises parce que les gens, hein, je ne fais pas du populisme là-dedans, hein, sont tous porteurs d'informations qu'ils doivent faire remonter dans leurs entreprises pour changer les comportements des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une révolution technique ne vient pas des entreprises, mais des utilisateurs. Et ça change tout. C'est pour ça que c'est une révolution économique. C'est une révolution qui remet le pouvoir entre les mains du client. On en a rêvé, on l'a craint. Moi, j'ai fait beaucoup d'années de ma vie en entreprise. C'est vrai qu'un client bien informé, ben, il faut le traiter avec beaucoup de soin, beaucoup d'intelligence, et c'est quand même pas évident. Hein, il faut se remuer sérieusement. Et tout ceci se fait en temps réel. Dans le temps, on pouvait dire, bah, tiens, je vais mettre 3 semaines pour répondre à une demande d'un client. Aujourd'hui, quand on ne répond pas à un courriel d'un client en moins de 60 minutes, on est ringard. On est mauvais. Et c'est ça qui est très important. C'est que dans les pays dont on parlait tout à l'heure, qui sont en avance sur nous, la Scandinavie, la Corée, le Japon, les États-Unis, le Canada, tous les patrons de PME ont mis en place des systèmes où on répond aux clients en 60 minutes, 30 minutes, 10 minutes. C'est simple. On n'est pas dans de la haute technologie, on est dans du process de gestion des affaires. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et si on ne l'a pas compris, eh bien, on n'a pas compris que cette architecture de la révolution numérique qui s'appuie sur la technique, sur les savoirs, n'a de sens que dans l'action. Agir dans le numérique, c'est agir de façon extrêmement différente pour faire évidemment des choses nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est passé d'un monde complètement dissocié entre le monde du travail qui avait ses outils, les machines à écrire, les téléx, les fax, et le monde grand public qui ignorait tout ça. Aujourd'hui, en entreprise, on a les mêmes outils qu'à la maison. Et là, je suis optimiste. On a de moins bons outils qu'à la maison. À la maison, on peut envoyer n'importe quel courrier électronique avec 50 mégas de pièces jointes. En entreprise, on croit encore pertinent de limiter à 3 mégas ou 5 mégas la taille des pièces jointes. Et ça crée un désordre tout à fait considérable. En entreprise, on limite encore l'accès au site web. Ah, vous vous rendez compte si les gens, pendant les heures de travail, vont regarder des sites pornographiques. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de management. Et bloquer l'accès à Internet, bloquer l'accès aux réseaux sociaux, c'est se couper de ses clients et de ses fournisseurs. C'est stupide. Et quand on a un problème de management, on le règle avec le management, on ne le règle pas avec la technique. Et ça, c'est vraiment important. Je vois ça tous les jours en entreprise. Et la première chose que je fais avec mes clients, c'est dégoulotter l'accès à Internet. Alors pourquoi on est dans une révolution profonde? On est dans une révolution qui remet à plat tout ce qu'on a appris au cours du 19e et du 20e siècle. On est face à une demande infinie. Et ne soyons pas malthusiens, ne croyons pas que le web, tout ça, va détruire des emplois, etc. Non, le web va recréer un tissu économique sur des bases différentes. Mais la demande est infinie, d'autant plus que le web, c'est un outil de développement du cerveau d'œuvre. Le 19e et le 20e siècle, c'était le siècle de la main-d'œuvre, et ça, c'est limité. Hein, on a quelques heures de travail par jour. Le cerveau d'œuvre, ça ne s'arrête pas. Et donc, on va imaginer, créer, inventer. Il faut savoir que depuis 2010, pas longtemps, hein, on a fabriqué plus de documents techniques, scientifiques, commerciaux, d'images que depuis le début de l'humanité, en 6 ans. Et ça permet à tous les scientifiques de la planète d'avoir une croissance exponentielle du niveau de connaissance. Ce que l'on sait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on savait en 2010. Imaginez ce qu'on saura en 2025. Donc nous avons une capacité infinie de recherche et de reconception de nos produits, de nos services, de nos processus. Une capacité de production face à une demande infinie,
C'est quand même une très bonne nouvelle. Mais qui en parle de cette nouvelle? Qui nous explique que le progrès, parce que c'est de ça dont il s'agit, que le progrès va nous permettre de résoudre toute une série de problèmes aujourd'hui sur lesquels nous butons. Les problèmes de transport, les problèmes d'environnement, les problèmes de santé, la recherche pour le cancer, l'éducation, tous ces problèmes. Et je ne dis pas que le numérique c'est une baguette magique, mais je dis que ces problèmes sont de nature à être résolus par les nouvelles solutions que les technologies nous permettent de mettre en œuvre. Parce qu'on est dans un XXe siècle qui est numérique, urbain, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'alors. 60% de la population terrienne va vivre dans les villes. Vous croyez qu'on va se déplacer en ville avec sa petite voiture individuelle, comme au XXe siècle, en recréant des autoroutes, de la pollution? Non, on va inventer les voitures autonomes, les transports publics intelligents. On va travailler différemment sur l'énergie, sur les ressources. On va avoir de l'énergie décentralisée en mettant du solaire partout, ce que fait Elon Musk. On va gérer beaucoup mieux les espaces naturels et on va intégrer le numérique dans l'urbanisation, ce qu'on appelle la ville intelligente. Et tout ça, c'est du boulot, c'est du chiffre d'affaires pour vous et pour vos entreprises. Parce que la puissance des systèmes de communication est infinie. Demain, on va avoir la 5G. Alors, voilà, quelques illustrations, et je vais aller vite parce qu'il faut qu'on discute. Une table ronde, ce n'est pas une série de monologues. Mobilité. Comment gérer la mobilité? Aujourd'hui, vous êtes électricien. Comment vous faites sur un chantier pour avoir tous les documents de chantier disponibles? Eh bien, il faut la 5G, il faut la 3D. Pourquoi attend-on? Pourquoi attend-on pour équiper tous les artisans de France et de Navarre de tous les outils permettant de faire du suivi numérique de chantier en temps réel? Vous avez des informations, vous avez des outils de mesure, il faut les traiter en temps réel. Ça, c'est un point essentiel, la mobilité. Deuxièmement, innover. Vous croyez qu'on va résoudre les problèmes du XXIe siècle avec les solutions du XXe? Ah, il n'y a que les politiques qui y croient. Mais la réalité, évidemment, n'est pas là. Parce que la transformation scientifique et technique va nous donner de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Il faut les apprendre. Il ne faut pas continuer à faire comme si on vivait sur un stock de connaissances qu'on a apprises quand on a fait l'école il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, il faut tout remettre à plat. Et c'est l'innovation qui est le moteur. Et l'innovation, en amont, évidemment, elle vient des produits, de la science et de la technique. Elle est en aval, elle est dans les usages, elle est dans la culture de la transformation. Le web, ce n'est pas statique, c'est tous les jours la reconstruction dynamique de nouveaux produits et de services. Et là-dessus, on sait bien où est notre intérêt. On va utiliser le web pour aller plus vite d'un point à un autre. On va avoir des informations sur les programmes de cinéma, sur le prochain TGV qui va partir de l'île Flandre. On va trouver avec Blablacar. Alors moi, j'adore Blablacar, j'utilise beaucoup Blablacar. Alors on voit arriver un mec avec un cheveu gris avec la Légion d'honneur en Blablacar. Je peux vous assurer qu'en général, ce sont des jeunes qui conduisent des voitures. Et c'est génial parce que ce sont des rencontres passionnantes avec des gens qui disent « Oui, mais nous, on fait Blablacar parce que c'est à la fois un geste civique, c'est un service public rendu par des privés. Alors évidemment, ça ne plaît pas à Martinez, ce genre de truc, mais c'est la réalité. Et en plus, on rencontre des gens. Vous voyez les gens qui, dans les services publics classiques, font la gueule. Vous voyez dans Blablacar des gens souriants. Et ça, c'est la révolution numérique. Alors évidemment, c'est la production collaborative, parce que le web, ce n'est pas simplement la musique, Facebook et les rencontres, c'est du boulot de fond. C'est je produis une maison, je produis un wagon de chemin de fer, un tramway en production collaborative, parce que tout le monde, tous les gens dont j'ai besoin, travaillent ensemble sur la maquette numérique. Et c'est ça la réalité. Que vous soyez TPE, grande entreprise, bureau d'études, en Chine ou à Romorantin, vous pouvez travailler en production collaborative. Alors, évidemment, pour finir, tout ça n'est pas... L'encre n'est pas sèche. C'est pour ça qu'on avait inventé ce mot transition numérique, parce qu'on savait qu'il fallait s'inscrire dans la durée et dans la profondeur. Quand on parle de transition numérique, c'est qu'on est prêt dans nos têtes à accepter la révolution qui va suivre derrière, qui va être plus de mobilité, plus de rapidité, plus d'intelligence répartie, plus de cerveau d'œuvre. Et dans les technologies disruptives, on voit bien qu'on va travailler évidemment sur ce qu'on appelle l'humain augmenté. Et l'humain augmenté, c'est vivre mieux,
c'est quand même un vieux rêve de l'humanité, c'est l'énergie décentralisée, sont les transports automatisés, et mieux encore, c'est l'écoute de la nature, c'est la capacité à comprendre comment la nature se débrouille à avoir 100% de rendement en photosynthèse, en énergie solaire, alors que nous, nos panneaux, quand ils font 17-18, on est super contents. C'est ça le 21e siècle. Le 21e siècle, c'est de l'espoir, c'est de l'intelligence, c'est du réseau collaboratif, c'est du respect pour tous les créateurs et toutes les initiatives. Vous êtes partie prenante de ce changement. Vous n'en êtes pas les victimes, vous en êtes les instigateurs. Vous devez accompagner la vie des chefs d'entreprise qui sont vos clients dans cette transformation numérique avec énergie, courage, détermination. Et c'est ce qu'on va faire ce matin pour fabriquer ensemble les fondements d'un nouveau modèle économique radicalement différent de celui qu'on a connu. Mais rassurez-vous, nos sandwichs continueront à être physiques. On habitera toujours dans des habitats physiques. On se baladera dans des voitures physiques, mais on le fera avec du support numérique partout, tout le temps, et de façon intelligente et respectueuse de l'environnement. Merci, M. Cornu, de cet enthousiasme. Alors, bon, enfin, j'ai peur d'être un peu ringard, hein, parce que traiter mes mails, tous mes mails en moins d'une heure, j'avoue que j'ai encore du mal. Je pense qu'on a une nouvelle génération, oui, on a une nouvelle génération de clients qui sont des jeunes, qui ont été nourris dans l'immédiat de la question, l'immédiat de la réponse. Vous êtes baigné dans cet environnement informatique de communication, mais nos petites structures, c'est plus compliqué. Et là, je vais demander à M. Ponteigné. Alors d'abord, vous avez une structure qui s'appelle ADN+. En quoi cette structure peut-elle aider les petites entreprises? Et nos entreprises françaises, de votre point de vue, sont-elles encore dans la course? Sont-elles en retard? Alors, j'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit Mouillon tout à l'heure, ce qui va bien sûr dans le bon sens, ce qu'a dit M. Cornu aussi. Il y a une dimension qu'on oublie aussi, c'est qu'en fait, face à toutes ces demandes d'usage et de produits, il faut des solutions et des offres. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'intelligence qui a été stimulée, générée sur l'Internet, bien sûr, mais au regard de toutes ces idées, eh bien, il y a des produits, des solutions qui ont été élaborées par des gens qui sont des industriels, on appelle ça des industriels, parce qu'ils ont créé véritablement, même sur les services numériques, ça reste du savoir-faire, de la R&D, quelque chose qu'on délivre, quelque chose qu'on maintient, voilà. Et chez nous, chez Transition Numérique Plus, on regroupe en fait 70 acteurs du numérique qui vont de Google à Amazon, à Microsoft, à eBay, et puis plein de petits éditeurs qui apportent des solutions aux TPE-PME. Parce qu'il y a un problématique de demande, ça fourmille d'idées pour la demande, mais il faut aussi des solutions. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les choses ne sont pas manichéennes, c'est-à-dire que tous les gens qui sont dans le numérique aujourd'hui, les acteurs du numérique, les vendeurs du numérique, les industries du numérique, sont tous conscients qu'il y a une dimension pédagogique et un petit peu évangéliste à faire progresser l'ensemble des entreprises sur ce sujet, et notamment les TPE-PME, puisque comme disait Mounir tout à l'heure, c'est là où est le futur de beaucoup de pays, notamment la France. Il y a beaucoup de petites entreprises qui doivent accélérer pour pousser ça. Donc nous, chez Transition Numérique Plus, on est les industriels qui encouragent cette évolution avec des solutions économiques, maintenant fondées sur le cloud, donc du paiement à l'abonnement très économique, simple à adopter. Rappelez-vous, il y a encore 10 ans, vous achetiez un logiciel, il y avait un pavé de 200 pages de doc qu'il fallait apprendre, se faire former. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, une application mobile, si vous ne la maîtrisez pas en 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, elle est perdue. Il n'y a même pas de doc. Donc il y a une révolution intellectuelle de toutes les mécaniques, tous les produits, tous les process chez les éditeurs de logiciels qui s'investissent aussi pour faire que tout ce monde progresse. Voilà. Donc nous, on est les offreurs et on soutient la transition digitale des TPE-PME en France. Et votre analyse sur les entreprises, est-ce qu'on est dans la course? Est-ce qu'il y a des belles choses? Est-ce qu'on est en retard? Vous voulez dire les TPE, vous voulez dire elles-mêmes? Oui, TPE. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment en retard. Il y a plein de raisons qu'on pourrait peut-être évoquer lors de cette table ronde, qui sont liées à l'éducation, qui sont liées aux générations, enfin, il y a plein de motifs, mais c'est jamais perdu, parce que, comme le disait Jean-Pierre, ça va très vite. Donc le retard, il peut être très très vite rattrapé si tout le monde se mobilise. L'éducation, les pouvoirs publics, par des incitations, il y a plein de solutions, mais moi je suis très très confiant. Il n'y a pas de raison que tout le monde a un smartphone à la maison maintenant.
voilà, ça va aller vite, les gens vont comprendre et puis ils vont se rendre compte surtout que sans ça, sans cette transition digitale, ils vont perdre beaucoup en compétitivité, en création d'emplois, en croissance. Et moi, je suis très, très optimiste. Et en chiffre d'affaires. Bon, je vous propose de regarder un petit film sur le numérique et particulièrement les imprimantes 3D pour voir un petit peu cette évolution technique, un peu ce que ça peut apporter. Donc là, on est dans le cadre d'une imprimante 3D professionnelle, mais enfin, moi j'ai la chance d'en avoir une à la maison et je demandais à mon fils de me faire une petite représentation de la FCGA et on l'a filmé. Il a 17 ans et voilà ce qu'il est capable de faire à la maison avec une imprimante vraiment basique. Tout ça. Ouais. Alors, moi, j'avoue être complètement dépassé, puisque, en fait, il est simplement parti sur l'image telle qu'il l'a trouvée sur le web, et il a fait tout ça, y compris, c'est lui qui a fait le film, il a fait le time-lapse, je ne sais pas quoi, voilà. Donc, donc d'abord, vous verrez aussi qu'on a une société, la société d'Agoma, qui est une start-up régionale là, qui propose de l'impression 3D et elle fera des démonstrations sur le stand de la fédération. Donc je vous invite à ça. Alors vous, Madame Roux, donc, vous êtes une passionnée du web, vous avez créé des Fab Labs, certains éphémères, vous vous êtes intéressé aux objets connectés, à la pédagogie des enfants et des adultes dans le domaine du numérique. Alors tout cela ne fait-il pas un peu geek, un peu complexe? Qu'est-ce qu'un Fab Lab? D'abord, en quoi cela concerne-t-il l'artisan, le commerçant et la TPE? Merci, ravi d'être là tout d'abord. Bonjour à tous. Avant de répondre à cette belle question, je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Et effectivement, d'abord, la révolution, on pourrait l'attendre devant nous. Elle est derrière nous depuis déjà longtemps. Elle est en cours et vous avez bien fait de parler de transition, puisque c'est une transition qui a commencé il y a déjà longtemps. Je vous rappelle que de la musique ou la presse se sont fait disrupter, on dirait aujourd'hui, fin des années 90 tout de même. Et qu'il est surprenant de voir que nous tous ici, alors que le mouvement a bientôt... Moi j'ai commencé, mon premier modem c'est 95, donc il y a 20 ans. La première fois où je touche un micro-ordinateur, c'était il y a 30 ans. Donc on se demande quand même comment nos organisations, et d'ailleurs moi j'ai la chance de vivre au contact des très grands groupes, des institutions, des TPE, parce que j'en suis une, je suis une TPE vendéenne, j'ai une deuxième TPE que je viens de créer, lilloise, pour toutes les raisons qui ont été citées tout à l'heure, qui fait que j'ai décidé d'implanter ma nouvelle boîte ici, effectivement, et du monde académique, puisque pendant longtemps, j'ai conseillé le président de l'Université de Cergy-Pontoise. Tous ces univers sont face aux mêmes problématiques. Et en fait, on a les mêmes difficultés, celle de se repenser, de se réinventer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les incitations, elles ne viendront pas d'ailleurs. Les incitations, je me mettrai en faux si vous permettez, on ne doit les attendre ni de l'État, ni du fisc, ni de personne d'autre. Le numérique, c'est nous.
La révolution, ce n'est pas celle de la technique. Le numérique n'est pas technologique, il est politique. C'est pour ça qu'on est au Conseil national du numérique, d'ailleurs, en le disant. Le numérique, c'est la démocratisation. C'est l'accès à tous à la capacité de faire, dont votre gamin, de faire ce qui était avant le métier d'un professionnel, par lui-même, sans statut, sans formation, sans diplôme, si ce n'est de la curiosité, de l'envie et d'aller voir ce qui existe déjà. Et effectivement, moi, ma grande passion, c'est les processus de démocratisation. J'avais 10 ans, j'ai touché un premier micro-ordinateur. On m'a dit, c'est pas pour toi, les industriels existent, c'est un vrai métier, tu sais, et en plus, il faut être ingénieur. J'ai fait des études de philo et de langue, vous voyez, mais ça mène à tout, et même de cinéma, pour dire. 10 ans après, j'ai vu un modem. On m'a dit, à quoi ça sert ton truc? De toute façon, ça sert à rien. On parle déjà pas à nos voisins, pourquoi on parlerait à l'autre bout du monde? Malheureusement, les TPE, PME en sont encore là avec la question du e-export. Quelques années plus tard, j'ai croisé ma première imprimante 3D personnelle, celle où Dagoma fait un très beau travail actuellement, parce que quand j'en ai acheté une, pas cher du tout, il y a 6-7 ans maintenant, pas une Dagoma, ils n'existaient pas encore, mais mes premières, elles m'ont coûté entre 600 et 2000 €, autant dire que par rapport à l'impression 3D industrielle, on était à des prix défiant toute concurrence, des prix démocratiques. La Dagoma, en ce moment, vous pouvez leur en acheter une machine à 270 €. 270 €, beau cadeau à Noël, pour avoir chez soi de quoi expérimenter, prototyper, faire, recommencer, réparer, faire soi-même. Être capable de faire. Être capable de faire parce que la connaissance est partagée, elle est en ligne, que les plans sont libres de droit, que les tutos ont été créés, que les softs coûtent 0, voire sont open source et vous pouvez les modifier. Et ça, chacun d'entre nous, on en est capable. Si vos gamins de 16 ans savent le faire, vous savez le faire, vous êtes des gens talentueux. Il faut juste se dire, on n'a pas besoin d'être diplômé pour le faire. On n'a pas besoin d'être légitime pour le faire. On a juste besoin d'avoir envie et de le faire, en fait. Et c'est là où viennent les Fab Labs. Les Fab Labs sont ces espaces de fabrication, dit-on, plus exactement, c'est Fabulous Laboratory, ces laboratoires fabuleux. Ils sont à côté de chez vous. Ils existent quelque part, sur votre territoire. Vous y trouverez des gens passionnés comme nous, qui donnent la capacité aux autres d'accéder à la fabrication numérique. Mais au-delà de la fabrication numérique, qu'est-ce que j'appelle fabrication numérique? Découpe laser, imprimante 3D, carte de prototypage pour faire des objets connectés, brodeuse numérique, très pratique pour faire ses costumes d'Halloween, petits robots, tout ce qui va permettre effectivement de prendre un fichier et de le transformer en réel. Mais au-delà de ça, vous allez trouver du lien social, vous allez trouver des compétences, parce que Mouni l'a très bien dit. Nous avons besoin d'intégrer dans toutes les entreprises des compétences. Toutes. Et pour autant, j'ai bien entendu, vous ne l'avez pas dit, mais quand il dit « Oh, les grands groupes, c'est facile, ils ont été recrutés plein de gens », on le sait bien, les TPE ne recruteront pas aussi facilement, et encore moins ces gens talentueux, et encore moins quand ils sont en Vendée, en Lozère, ou je ne sais où. Parce que ces compétences, même avec la grande école du numérique, elles ont du mal à exister. Et donc, ces compétences, elles sont où? Elles sont chez vos salariés. Elles sont chez les salariés du voisin. Elles sont dans ces Fab Labs. Elles sont dans toutes les associations qui aident à l'éducation numérique sur vos territoires. Il suffit d'aller les mutualiser. Il suffit de les révéler. Il suffit de leur donner le droit d'exister. Et puis, si dans nos entreprises, on n'arrive pas à recruter localement parce qu'il n'y a pas la compétence, mais pourquoi vouloir recruter localement? Je dirige 2 entreprises, une à Lille, une en Vendée. Mes collaborateurs sont répartis sur la France entière. C'est un problème de management. C'est un problème de management. Arrêtons de penser que nos entreprises doivent être dans des murs physiques à un instant T, à un endroit D, et que notre salarié, s'il n'est pas devant nous en train de bosser, eh bien, il ne bosse pas. En fait, globalement, il bosse souvent même mieux que quand il est dans nos murs. Donc voilà, je m'arrêterai là-dessus, mais les Fab Labs, ce sont ces espaces qui vous permettent d'accéder quand vous voulez à des lieux pour pouvoir, en famille, pouvoir expérimenter, prototyper, et pas qu'en famille. J'accueille aussi bien les séminaires d'Enedis et de la Maïf que des gamins dans 800 mètres carrés en Vendée. Ça s'appelle ZBIS, si vous voulez venir voir. On accueille même les vacanciers parce que la Vendée, c'est une belle terre de tourisme et de skippers en ce beau week-end. En plus, effectivement. Merci. Je vais donner maintenant la parole à M. Calins. Monsieur Calins, vous avez donc une belle entreprise d'électricité
Et votre métier a lui aussi beaucoup évolué avec le numérique. Allô. Alors, quel est votre rapport avec la technologie? Quels sont les avantages, les inconvénients, les opportunités? Voilà, vous n'êtes pas un vrai spécialiste de l'informatique ni du numérique, donc pouvez-vous nous donner votre approche? Bonjour à tous. Certains points ont déjà été soulevés. Pour notre entreprise, nous éprouvons des difficultés avec la technologie informatique depuis plusieurs années. Nous existons depuis 35 ans, on s'adapte. Des habitudes passées, présentes, nécessitent une adaptation du personnel, qu'il soit administratif ou en bureau d'études, ou sur chantier. Celui-ci a encore beaucoup de mal à se remettre en question. Le temps de formation en interne ou en externe n'est pas toujours compatible avec les tâches urgentes ou imprévues pour l'activité de l'entreprise. L'évolution des normes permanentes dans le domaine de l'électricité ne nous permet pas de faire entièrement confiance aux logiciels d'études des différents fabricants de matériel électrique, eux-mêmes confrontés à l'amélioration de la technique de fabrication liée à la rapidité du numérique qui favorise la recherche et le développement de nouveaux produits. La mise à jour de leur propre logiciel ne suit pas. Nous parlons beaucoup de compteurs connectés. Ils sont loin d'être opérationnels dans toute la France. Nous pensons que nous aurons encore de nombreuses années devant nous avant de profiter entièrement de cet équipement et de ses mauvaises surprises. L'intérêt premier est pour le vendeur d'électricité. La domotique, on en parle depuis plusieurs dizaines d'années. Les premiers équipements réalisés n'ont pas apporté satisfaction par leurs principes, mais par le manque de fiabilité, de maintenance et de coût. Nous avons eu à démonter des équipements et revenir aux standards de l'installation électrique. Par contre, maintenant, les fabricants ont fait de nombreux progrès. L'informatique a beaucoup aidé. Le rapport qualité-prix devient accessible à une plus grande clientèle. La maison connectée, avec des objets connectés, là, nous pensons que les choses vont considérablement évoluer. De nombreuses applications existantes, pas toujours connues par des professionnels ou du grand public, bien par Internet, certains de nos clients nous informent et nous forment sur des applications réalisées par eux-mêmes. La variété des applications pour la maison connectée et la rapidité pour les nouvelles qui viennent sur le marché ne sont pas applicables pour les besoins de tous. Des choix sont à faire sur la nécessité des besoins. Au vu du nombre de logements existants, il y a des perspectives commerciales importantes pour le futur et les futurs entrepreneurs. Merci, M. Calins. On a évoqué le problème des formations et M. Ponteigné, je pense que vous proposez justement des visioconférences qu'on appelle des webinars. Est-ce que vous pouvez nous parler et nous donner des exemples de ce que vous pouvez proposer dans ce domaine de la formation ou autre au TPE? Alors effectivement, dans les choses que l'État a souhaité développer, notamment Jean-Pierre était un fervent partisan de cette option, on a souhaité montrer par l'exemple. Et on l'a fait par deux façons. Tout d'abord sur le site transitionnumérique.fr, transition-numérique.fr, il y a à peu près aujourd'hui une centaine de webinars en ligne qui adressent des choses vraiment très basiques, c'est-à-dire pourquoi un site internet, qu'est-ce que c'est qu'un CRM, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social. Donc ça, c'est produit par des entreprises qui offrent des solutions. Donc par exemple, Google explique comment faire de la pub en ligne, puisque c'est quand même les gens qui sont les leaders. On a aussi des petits éditeurs français qui ont des solutions innovantes qui présentent les leurs. Donc c'est très pédagogique et très orienté usage. Ça dure en moyenne un quart d'heure, 20 minutes. Et on peut les consulter librement. Et puis le deuxième aspect qu'on a souhaité développer sont des exemples de parité. C'est-à-dire qu'on a lancé l'an dernier un concours qui s'appelle les succès du numérique. On a récompensé en fait 5 projets qui sont des projets de transition numérique réussis, des TPE qui avaient une problématique, qui ont été voir un offreur de solutions et qui ont mis en place quelque chose qui a été successful, qui a eu du succès. Donc voilà. Donc sur ce site transitionnumérique.fr, on a vraiment souhaité jouer l'exemplarité
et la pédagogie. Donc visitez-le, c'est gratuit, c'est thématique, et ça répond, je pense, grâce au travail qui a été mené par la gouvernance de transition numérique, à 99% des problématiques de quelqu'un qui veut faire sa mutation digitale. Merci. Monsieur Cornu, on voudrait parler de l'humain quand même, parce que l'humain dans tout ça, est-ce que ça ne va pas trop vite? Est-ce que le numérique n'est-il pas destructeur d'emplois? Alors on va parler de Kodak il y a longtemps, mais on parle de La Poste qui ne sait plus quoi faire de ses postiers. Enfin, il y a un certain nombre d'alarmes qui nous disent comment va-t-on gérer le problème humain dans cette évolution. Bien, en 1450, un start-upper, Gutenberg, a inventé un truc assez génial qui s'est appelé l'imprimerie. Et alors effectivement, il a demandé l'autorisation parce qu'à l'époque, vous savez, on se faisait couper la tête si on enfreignait le monopole de l'Église sur la publication et sur le développement de la connaissance. Alors évidemment, ils n'en faisaient rien parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on développe l'intelligence collective parce que ça remettait en cause quand même les fondements de leur business. Alors Gutenberg arrive, il va demander à son archevêque l'autorisation d'éditer des livres en disant « mais rassurez-vous, mon archevêque, je ne publierai que des Bibles ». Et évidemment, il a publié des Bibles, les premières Bibles absolument remarquables de Gutenberg, qui existent encore, hein. Il y en a à peu près la moitié de la première série qu'il a faite. Mais évidemment, il a généré un immense besoin de lecture, de transformation, d'écriture, parce que les gens ne se sont pas contentés de lire la Bible, ils ont inventé plein de trucs. Ils ont demandé l'autorisation à personne. Et notamment, ils ont inventé une maison concurrente à l'Église catholique, qui s'est appelée la Réforme, parce que, évidemment, le monopole, ça agace tout le monde et ça agace le client final. Et c'était bien d'avoir une alternative à la pensée unique de l'époque. C'est comme ça que Gutenberg a mis un désordre total, puisque les guerres de religion ont duré 100 ans, mais en même temps, il a mis le premier élément d'une transformation majeure de l'humanité qui s'est appelé le siècle des Lumières. Parce que, en apprenant, en écrivant, en publiant, des milliers d'auteurs se sont révélés. Ils n'existaient pas, ils n'avaient pas le droit. Mais à partir du moment où ils ont eu l'outil technique, ils se sont révélés. Évidemment, il a mis au chômage 60 000 moines copistes en Europe occidentale. 60 000 moines copistes. Alors depuis, ils font de la bénédictine et du fromage de chèvre, c'est pas plus mal. Et donc, effectivement, c'est disruptif. Mais qu'est-ce que ça veut dire, disruptif? Ça veut dire que ce qu'on faisait avant, l'électricité, le chauffage, la plomberie, la médecine, le notariat, la comptabilité, eh bien on va le faire de façon radicalement différente, avec des outils nouveaux. C'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité, ce truc-là. Ça a toujours été comme ça. Et donc il faut quoi? Il faut, petit 1, libérer l'énergie de vos collaborateurs. N'allez pas chercher nulle part ailleurs. Vous avez dans vos équipes, aussi petites soient-elles, dans vos clients, vous avez un mec qui a mis en place un site web extraordinaire pour son association de parents d'élèves, pour son club de ski, pour son club de patchwork. Vous l'ignorez. Vous l'ignorez parce que vous êtes dans une logique historique où les gens qui viennent en entreprise viennent avec un contrat de subordination. C'est-à-dire que, fictivement, lorsqu'ils franchissent le matin à 8 h la porte du bureau, ils vident leur cerveau de tout ce qu'ils aiment, de tout ce qu'ils pensent, de tout ce qu'ils font, et ils attendent que vous, les chefs, vous remplissiez le cerveau. En leur disant, tu fais ci, tu fais ça, tu réponds au client machin, tu vas connecter tel truc à tel truc. Eh bien, c'est une manière obsolète de travailler. Ce qu'il faut, c'est pas considérer que les gens avec qui vous travaillez sont des crétins absolus, incapables de créativité, d'innovation et d'apprentissage. Il faut inverser. Il faut dire en quoi mes collaborateurs peuvent, moi, m'apporter des choses nouvelles, des idées nouvelles, de l'intelligence, des talents, des compétences cachées. Et moi, ça fait des années, parce que ça fait
Internet, c'est 20 ans. Hein. J'ai fait partie de la FNET, j'ai fait la première journée, première fête de l'Internet en 95. J'étais administrateur de mon site web dans la boîte où j'étais, qui était d'ailleurs Usinor-Cecilor, pas loin d'ici, et où j'ai implanté Internet. À la main, personne n'y croyait. À l'époque, vous vous souvenez, on était sous la tutelle absolue de France Télécom, qui nous vendait le Minitel. Et donc, on se rend compte que appliquer les technologies de l'information en 2016, comme on faisait il y a 30 ans le management, ça ne peut pas marcher. Parce que les gens avec qui vous travaillez sont beaucoup plus intelligents que vous le pensez. Ils ont des savoirs, des compétences, des talents, une envie que vous n'exploitez pas. Alors moi, je suis dans le conseil. Le conseil a inventé un truc qui s'appelle la gestion du changement. C'est du pipeau. Les gens ont tous envie de changer. Il faut simplement passer d'une logique de méfiance, qui est la logique du contrat de subordination, et qui est fondée sur l'histoire économique, politique et sociale de notre pays, où effectivement, quelqu'un qui est un salarié a un potentiel de revendication, parce que c'était comme ça, c'est un rapport de force, ce qu'on a appelé la lutte des classes, et dont cette région a été effectivement un des creusets. Aujourd'hui, dans la logique du cerveau d'œuvre, chaque individu dispose de 100 milliards de neurones. Chacun d'entre vous, c'est une bonne nouvelle, quel que soit l'âge d'ailleurs. Quand j'étais petit, on m'apprenait qu'on perdait des neurones, c'est pas vrai. Les neurones, c'est comme les muscles, plus on les utilise, plus ils se reproduisent. C'est un truc vachement sympa. Très bonne nouvelle. Notamment pour les tanks grises. D'ailleurs, le numérique, c'est pas une affaire de jeunes, c'est une affaire de cœur. Le numérique, ça ne s'apprend pas avec simplement le cerveau, ça s'apprend avec les tripes, parce que le numérique, c'est d'abord parler aux autres. C'est parler aux autres. Pourquoi Facebook, ça marche? Pourquoi ma mère, qui a 90 ans, est une fanat de Skype? Pourquoi? Tout simplement parce que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sont partout dans le monde et que Skype, c'est le meilleur moyen d'être en communication. Est-ce qu'on lui a appris à utiliser Skype? Non. Est-ce qu'on lui a donné l'ordre d'utiliser Skype et d'utiliser un iPhone? Non. Parce que le numérique, c'est la rencontre de l'utile et de l'agréable. Si on revoit, si on revisite les projets d'entreprise à travers ces deux prismes qui sont l'utile et l'agréable, ben vous allez voir que vous allez passer d'une logique de méfiance à une logique de confiance, que vous allez demander à vos collaborateurs de ne pas être des collaborateurs comme Fillon avec Sarko, vous voyez ce que ça donne quelques années plus tard, mais d'être des coproducteurs d'intelligence collective en réseau, et en particulier dans ce réseau, il faut inclure vos fournisseurs et vos clients. Et en construisant ça, vous allez constater trois choses. La première, c'est qu'autour de vous, il y a des talents que vous ignoriez. J'en ai beaucoup discuté, j'ai un excellent copain qui, je vous invite à aller le voir, parce qu'il a fait un TEDx remarquable sur la confiance, quelqu'un qui s'appelle Frédéric Lippi, L-I-2-P-I, qui est chef d'entreprise, 250 personnes dans votre région d'ailleurs. Et Frédéric, c'est un innovateur absolu qui a transformé sa boîte et qui n'est pas une boîte high-tech, c'est pas une start-up, parce qu'on pense numérique, ouais, c'est pour les petits jeunes en tennis qui viennent raconter le monde nouveau de demain. Non, c'est pour les jeunes, les vieux de tous âges. C'est pour les boîtes, les métallos, les garagistes, c'est pour tout le monde. C'est pas réservé à un petit club select de start-upers de la French Tech. Et donc, Frédéric Lippi, il a fait un TEDx qui s'appelle la valeur de la confiance. Allez le voir. Et là, on va créer des emplois. Mais aussi, il faut bien se dire une chose, c'est que les emplois du XXIe siècle, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas à Pôle emploi. Ils n'existent nulle part. C'est vous qui allez les inventer. Vous allez les inventer avec vos collaborateurs, avec vos clients. Parce que vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs. Et c'est eux qui vont vous aider à orienter votre offre, à changer. Vous parliez, et je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que l'électronique ou l'informatique soit un frein. Aujourd'hui, on peut faire de la domotique en ligne avec des produits qui ne coûtent pas grand-chose et des logiciels super géniaux sur smartphone. C'est pour ça que comme des boîtes comme Netatmo, comme Weezings, mais maintenant le grand,
Il vient, Somfy, pour qui je travaille, fait des choses extrêmement intéressantes. Donc, il y a une offre. C'est vrai qu'elle est méconnue, mais j'achève là-dessus. Somfy a fait un truc génial, d'ailleurs, qui est une source d'inspiration pour tout le monde. Somfy a dit, c'est vrai que mes revendeurs, mes installateurs, parfois ils sont lents à la détente. Mais en même temps, je les aime, je ne vais pas les court-circuiter. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'il y a plein de boîtes qui n'ont rien à en foutre des revendeurs, qui font de la vente directe sur Internet et qui vont beaucoup plus vite. Et ils se sont dit, mais je vais utiliser mes clients, et ils ont créé un groupe qui s'appelle les Yellows, qui sont des utilisateurs avisés. Et c'est quoi un utilisateur avisé? C'est quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux de la marque, qui croit à la marque, qui a acheté des produits et qui va aider les autres clients, voire même d'ailleurs les installateurs officiels, à être plus performants. C'est ça qu'il faut que vous inventiez. Il faut rebondir sur le talent de vos clients. Le roi Merlin le fait très bien aussi. Il faut exploiter l'intelligence collective et sortir de cette vieille idée du XXe siècle que les clients sont des emmerdeurs, les collaborateurs sont des cons et que l'État n'est là que pour vous piquer votre pognon. Si on part dans cette logique de méfiance, on est mort tout de suite. Bien, je rebondis sur nos seniors et les plus vieilles générations, et je suis absolument d'accord avec vous. Ma maman qui a Internet arrive à faire Skype avec ses petits-enfants, mais par contre, elle est incapable de déclarer son emploi à domicile, que je suis obligé de lui refaire toutes les semaines. Donc non, peut-être que ça l'intéresse pas. Je pense que c'est plutôt ça. Voilà. Je pense que ça l'intéresse pas. Et donc par rapport à nos seniors, Madame Roux, est-ce que vous ne pensez pas que pour certains, ce n'est pas anxiogène, ce n'est pas un peu tard? Et je parle surtout de ceux qui sont obligés d'être connectés par obligation administrative, notamment. Est-ce que vous avez, vous, des gens, rencontré ce type de problème chez nos seniors? En fait, étrangement, senior ou pas senior, ce n'est pas la question. Parce que je peux vous dire que je suis épatée, voire effrayée, de voir des jeunes de 20-25 ans me dire que de toute façon, ils veulent bosser dans l'événementiel, mais que les réseaux sociaux, ce n'est pas leur affaire, parce que quand même, c'est un job et que c'est eux qui doivent pouvoir contrôler l'information. Donc, et à l'inverse, j'ai eu un grand-père, malheureusement décédé maintenant, mais qui à 95 ans manipulait très bien sa tablette et avait suivi toute l'évolution technologique du XXe siècle. Je vous rappelle que là, pour le coup, pour des gens qui ont connu des transformations, parce qu'on nous dit dans les entreprises, oh, les réseaux sociaux, ça peut être dangereux, mais je pense qu'on s'est dit la même chose dans les années 50 quand le téléphone est arrivé sur les bureaux. Je suppose, j'étais pas là. Mais... Voilà. Donc je pense que ces transformations managériales, on les a déjà vécues. Et donc là où je suis épatée, que quelqu'un qui vraiment est du 3e voire du 4e âge se dise « Ouh là 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 là, ça va être compliqué, c'est pas pour moi, et puis de toute façon, j'ai plus grand-chose à en faire ». Alors d'abord, c'est complètement faux. C'est-à-dire que globalement, le numérique va nous faciliter la vie, nous facilite déjà la vie en permanence, que ce soit la question de la mobilité, que ce soit la question du contact aux proches, que ce soit le lien à la médecine, avec la télémédecine qui arrive. Je ne parlerai évidemment pas du fait de ne plus avoir besoin d'aller jusqu'à la gare, attendre debout devant un guichet pour pouvoir acheter ses billets de train, pour pouvoir aller voir ses petits-enfants. Donc il est déjà assez absurde de penser que des gens se pensent trop vieux pour rentrer dans le train du numérique. Mais en fait, ce n'est pas cela que moi je vois. Ceux que je vois, ils ont 30, 35, 40. Ils viennent me voir, ils me disent « Écoute, Emmanuel, tu as monté un lab kit, 80 mètres carrés, là, à ZB, c'est génial, je t'y inscris mes gamins. » Ils sont salariés chez Sodebo, par exemple, parce que Sodebo, c'est mon voisin. Donc pour le coup, j'ai la chance, on est vraiment voisins, on a 2500 collaborateurs Sodebo, dont plus de 80% de l'entreprise qui est en usine. On a fait les mercredis des enfants. Les mercredis des enfants, Sodebo permet aux collaborateurs d'envoyer leurs gamins gratuitement à ZBIS pour que les gamins viennent apprendre à créer, inventer, prototyper, innover, faire ensemble et développer la créativité à travers, que ce soit de l'impression 3D, de la robotique, des objets connectés ou autres. Bah, les parents viennent, ils nous posent les gamins, ils viennent les déposer le matin, ils viennent les chercher, ils en profitent pour pour manger plus exactement une gâche avec nous, ça marche. Et quand on se tourne vers eux, ils disent « Ah, c'est génial pour mes gosses, ils doivent y aller, mais pour moi, c'est trop tard. »
Comment on peut avoir 35-40 ans aujourd'hui et se dire qu'en fait, c'est trop tard pour apprendre à travailler à distance, pour apprendre le collaboratif, pour apprendre à partager ses données au lieu de les protéger, pour apprendre à mettre en commun et à faire avec l'autre. Parce que le numérique, ce n'est que ça. Hein. Comment on mutualise pour faire ensemble? Comment on gagne tous du temps? Comment, à la place de tous, tout le temps, recommencer un truc comme on nous a appris à l'école, hein, faites à copie tout seul. Copier, c'est mal, c'est tricher. C'est incroyable, on enseigne encore ça à mes gosses qui ont 6 et 9 ans. Quoi. Ils ont un peu plus maintenant. Je ne sais pas si vous imaginez, à l'époque de l'économie collaborative, on dit à mes enfants que copier c'est mal, c'est tricher. Or, l'humanité a toujours appris en imitant. Faire de Leroy Merlin, vous citiez Leroy Merlin qui est un très grand leader local, mais globalement que j'ai la grande chance de fréquenter assez régulièrement, tout comme Decathlon, m'ont appris l'art de la copie adaptée. Ils appellent ça chez eux. Et c'est comme ça qu'on accélère. Et tous, dans vos structures et dans les structures de vos clients, il y a des bonnes pratiques. Organisez le petit-déj du numérique tous les mardis matins autour d'un café. Dites à tous vos clients de venir partager ensemble, de venir raconter les problèmes, ce qu'ils ont su résoudre dans leur boîte. Publiez-le sur un blog, faites-le savoir aux autres. Publiez sur Medium, mettez-le sur des réseaux sociaux, partagez-le, faites-en une newsletter papier si vous avez envie pour vos adhérents, envoyez-leur et dites-leur, bah tiens, un tel il a trouvé cette solution, un tel il a trouvé cette solution, un tel il a trouvé la solution. Et en fait, vous allez voir que ce truc qu'on vous a dit, c'était compliqué, un truc d'ingénieur, il fallait être scientifique, il fallait être matheux, mais c'est faux. C'est facile. N'importe qui peut s'y mettre. Ça va changer. Et alors, ce qui est fou, c'est que dans cette salle, comme partout où on intervient, hein, ça a déjà changé nos vies. J'aimerais savoir s'il y en a un dans la salle, je veux bien qu'il lève la main. Hein. Qui a encore préparé ses vacances en allant à la librairie acheter son guide du routard papier, en prenant un téléphone pour appeler les hôtels les uns derrière les autres et en passant au guichet d'Air France pour aller acheter ses billets d'avion. Or, parce que pourquoi nous sommes les premiers connectés? C'est ça qu'il faut savoir. Nous sommes les Européens les plus connectés à titre individuel. Pourquoi? Parce que ma grand-mère achetait déjà en ligne par le Minitel. Et que donc, l'espèce bizarre, la bizarrerie qui s'est passée en France, qui s'appelait le Minitel, qui nous a fait perdre du terrain, clairement, à un moment donné, nous a culturellement préparé le terrain en faisant que ma grand-mère faisait 3611. Et ça, il y a longtemps, en fait. Et du coup... Vous pouvez faire le 3615 aussi. Oui, c'est... et du coup, en théorie, nous sommes tous des ultra-numériques. Il suffit de se dire que ces compétences que nous avons tous, que vous avez tous, il faut juste les mettre au service de son quotidien et l'autoriser. J'entends encore des boîtes où je vois, oh là là, il va falloir tout transformer et il va falloir racheter des tablettes pour tous les collaborateurs. Non, dites-leur d'amener les leurs, ils en ont tous à la maison. Chez Sodebo, on a plongé un thermomètre, on a fait un bout d'audit pour aller voir ce qu'il en était. Plus de 85% de l'entreprise n'a même pas d'adresse mail. Parce que pourquoi avoir des adresses mail quand on est à la chaîne? C'est pas que chez Sodebo, c'est à peu près toutes les boîtes industrielles où je suis en train de voir ça. Alors, moi, venant des agences web, ça me paraît bizarre. Comment on fait de la communication interne sans avoir ses collaborateurs connectés au récit? Mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en discuter. Je terminerai là-dessus. Quand on leur demande à la maison, est-ce que vous êtes connectés? En moyenne, 2 à 3 équipements par foyer. Entre la tablette, l'ordinateur, etc. Dites-leur de les amener au boulot et amener ce que vous savez faire dans vos vies privées au cœur de l'entreprise et surtout laisser vos collaborateurs faire. Et arrêtez de penser qu'il n'y a que les professionnels qui font. Vous le dites très bien. Les gens inventent eux-mêmes, dans nos labs d'ailleurs, leurs solutions de domotique avec des cartes qui s'appellent Arduino. Il faut investir 20 €. Derrière, toutes les ressources sont en ligne. Les tutos existent. Elles sont Creative Commons, libres de droit, libres de partage. On a le droit d'utiliser le code qui a été fabriqué ailleurs dans le monde, chez soi, pour domotiser son poulailler ou autre chose. Et ça marche. Et c'est l'économie du XXIe siècle. Pour finir, excusez-moi, juste un mot, et parce que c'est un long débat, mais je veux bien qu'on l'ouvre à un moment donné. Je ne sais pas si le sujet d'aujourd'hui, personnellement, je ne pense pas que ce soit quels sont nos emplois demain. Personnellement, je pense c'est quelles sont la clé de répartition de la valeur générée par les automates, par le big data, par l'algorithmique, par l'intelligence artificielle, par nos imprimantes 3D, toute cette production qui est faite. Comment l'humain et quel humain va en toucher la valeur? Et donc, effectivement, c'est la fin du XXe siècle et de la lutte des classes. On a un modèle social à réinventer et c'est pour ça que le numérique n'est pas technologique, il est très politique. Merci.
Nous allons arriver au terme de cette table ronde. Peut-être un petit mot, si vous voulez, Monsieur Calins, Monsieur Ponteigné, pour conclure. Ou avez-vous un petit mot à nous dire? Oui. John, oui. Il faut organiser de véritables structures de formation, pas que des généralistes, aussi des spécialistes. Favoriser la reconversion professionnelle en vérifiant sérieusement en préalable la capacité et l'adaptation de la personne que l'on forme dans la spécialité choisie. Je suis moi-même dépassé. Il faut penser quelles conséquences pour les personnes les plus vulnérables, socialement et intellectuellement. Les jeunes sont l'avenir. Il faut former les jeunes, ne pas les freiner. Sinon, on sera en manque de compétences. L'éducation nationale doit évoluer dans la qualité de l'orientation professionnelle. Tout le monde ne peut pas comprendre, apprécier l'informatique. Donc, donner de nouveaux moyens à l'éducation nationale. Nous disons bien de nouveaux moyens. Et surtout, pas en rajouter une couche, passez-moi l'expression, au travail réalisé par les professeurs actuellement. Je tenais aussi à préciser, dans la maison connectée, on a cité l'exemple de Somfy, mais si le moteur de volet roulant n'est pas posé correctement, là, ça ne sert à rien d'être domotisé. J'ai des personnes qui ont installé eux-mêmes des systèmes de commande domotique qui se fermaient quand le jour s'éteignait, et quand ils se retrouvaient dehors avec leur clé de voiture, leur clé de maison, et ils ne pouvaient plus rentrer, ils étaient bien contents de prendre un pied de biche pour forcer le volet roulant. Donc il y a quand même des pièges dans la domotique. Voilà. Merci. Allez-y, monsieur. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel avec beaucoup de justesse. On a très peur du 21e siècle. On a très peur, alors quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la panique généralisée. Quand on parle de robots, c'est la panique généralisée. On se dit, mon Dieu, on va perdre notre job. Ben moi, mon message, notre message est de dire, inventons les jobs du 21e siècle qui vont permettre à tous ces objets de fonctionner et de fonctionner bien. Ben, je peux vous assurer qu'il faut de la main-d'œuvre intelligente pour faire fonctionner convenablement tous ces outils. Et deuxièmement, imaginons comment on va passer d'un système social qui a surtaxé le travail. Puisque la solidarité, vous savez, vous, en tant que chef d'entreprise, que pour 100 donnés à un salarié, qui n'en touchera d'ailleurs que 80, vous allez payer 146. On a surtaxé le travail et depuis 1946, en considérant que la solidarité ne devait être appuyée que sur le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a tué le travail. On a tué le travail parce qu'on considère qu'effectivement, recruter quelqu'un, c'est prendre un risque, il faut le former, etc. Et on n'est pas sûr d'avoir le chiffre d'affaires qui va permettre de le rentabiliser. Eh bien, il faut que nos politiques, et nous-mêmes, les citoyens, parce qu'on ne peut pas non plus attendre tout des politiques, il faut que nous soyons lucides, conscients et déterminés. Que nous, citoyens, nous considérions qu'il va falloir inventer un nouveau système de taxation de la solidarité qui va permettre de financer l'ensemble des dépenses sociales de notre pays dont nous sommes fiers, et à juste titre. Je préfère être malade en France que malade aux États-Unis. Et il faut qu'on invente des logiques nouvelles pour effectivement taxer les robots, taxer les transactions sur Internet, taxer tout ce qui transite dans notre territoire autour de Netflix, Google et tous ces trucs-là. Il faut l'inventer intelligemment. Il faut le faire avec discernement et lucidité. Mais on ne peut pas, et c'est encore un élément clé, considérer qu'on va se priver des bénéfices de ces progrès. Parce que les bénéfices sont considérables. Parce qu'il faut qu'on gère intelligemment la transition douce du monde de la main-d'œuvre du XXe siècle vers le monde du cerveau d'œuvre du XXIe siècle. Ça, c'est le projet politique des 10 prochaines années. Comment on fait pour former? Comment on fait pour aider les entreprises à atteindre la taille critique? Comment on fait pour être internationaux? Commençons à parler anglais sérieusement. Ça fait 40 ans que l'éducation nationale produit des gens qui sortent d'école sans parler anglais, c'est une catastrophe. Et donc il faut qu'on change ça.
Donc vous voyez qu'on a des problèmes concrets à résoudre parce que la société numérique, c'est évidemment une révolution technique, mais c'est une révolution sociétale et économique. Et ça, il faut qu'on le traite soigneusement, non pas en regardant dans le bon vieux temps des années 80, en disant oh là là, on va retrouver les grandes usines, les laminoirs de Valenciennes, etc. Bien sûr que non. Donc il faut inventer les outils qui vont créer de la richesse, de la valeur du XXIe siècle, et notamment qui vont développer notre capacité contributive individuelle dans ces réseaux maillés collaboratifs dont vous avez compris, qui sont le cœur de l'économie de demain. Monsieur Ponteigné, pour conclure. Non, mais moi, je fais une conclusion qui vous concerne. Je ne sais pas si ça fonctionne, le micro. C'est que vous êtes vous-même des porteurs de cette pédagogie. Parce que je pense que les centres d'échange agréés eux-mêmes utilisent des outils numériques. Les gens qui viennent vous voir, peut-être pas. Et c'est aussi votre rôle, en tant qu'ambassadeur du numérique, de porter la bonne parole avec des choses parfois très très simples. Ça peut être simplement de pousser des peurs. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des emails, de l'Internet, du web, de la sécurité. Apprenez vous-même à devenir évangéliste, ambassadeur, parce que vous avez une mission un peu citoyenne, vous êtes des gens importants pour l'entreprise, vous êtes des sachants, vous touchez à leur argent, donc ça a de la valeur aussi pour eux. Donc faites cet effort citoyen de devenir des ambassadeurs du numérique et vous-même vous en tirez des bénéfices au-delà de votre propre intérêt économique. Merci. Je voulais aussi remercier très fortement Xavier Lair qui s'est bien impliqué pour préparer cette table ronde. Merci à lui pour ses compétences et son implication. Bien, merci beaucoup.